Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 12 avril 2021. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité SEO de la semaine du 5 au 12. Ensuite, on ira voir la météo des SERPs. Ça a bougé il y a quelques heures d'une manière assez importante. Et on terminera avec une question autour du guest blogging. Quelle encre je recommande pour du guest blogging? Voilà, on va parler netlinking, on va parler des encres. Est-ce que ça doit être optimisé, pas du tout optimisé, semi-optimisé? Je vous donne mon avis en fin d'émission. Avant de commencer l'actualité SEO, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, aller sur la page Tipeee, à partager le podcast, vous connaissez maintenant. Donc on commence avec abondance.com, on commence avec les Goosips du 6 avril et on va enchaîner avec les Goosips qui sont sortis aujourd'hui. Donc Goosips, crawl, budget, pagination et index mobile first, c'est sorti le 6 avril 2021. On commence avec cette histoire de crawl budget et de sous-domaine. John Mueller a expliqué sur Twitter que Google peut, selon l'analyse du site faite par un moteur, grouper ou pas les différents sous-domaines éventuellement détectés pour un site web donné lors de l'établissement du crawl budget correspondant. Donc ça semble tout à fait logique, effectivement, hein. Vous avez différents sous-domaines, on a la même charte graphique, c'est potentiellement le même site, etc. On va prendre en compte l'ensemble de ces sous-domaines, on va les prendre en ligne de compte pour pouvoir établir un crawl budget. C'est tout à fait logique, ça peut, voilà, dans certains cas, être dans ce sens-là, dans d'autres cas, peut-être dans un autre sens, mais en tout cas, voilà, si on a affaire au même site, etc., bon, voilà, hein, tout à fait logique. On regroupe. On continue. Balise de pagination. John Mueller a indiqué dans un hangout pour Webmaster que Google n'avait finalement plus besoin désormais des balises de pagination Next et Prev pour reconnaître un contenu paginé. Il n'est donc plus nécessaire de les intégrer dans vos codes sources. Alors, il y a eu une communication il y a quelques mois, même je dirais années maintenant, comme quoi effectivement les Next et Prev étaient plus du tout utiles et que le moteur, voilà, savait reconnaître les contenus paginés, etc. Donc moi personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui avait été dit déjà à l'époque et je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit aujourd'hui par John Mueller. En grosse majorité, 90, 95, même 99% du temps, ok, Google va savoir reconnaître du contenu paginé, etc. Et les Nextpress, franchement, ils s'en passeraient bien. Mais il y a toujours des exceptions et pour avoir vu certaines de ces exceptions où franchement les contenus paginés, tout ça, ça a pété une pile, concrètement, moi je préfère les mettre. Je sais pas s'il les prend en compte, on n'a pas pour le coup cette information, mais je préfère les mettre pour tout simplement donner une confirmation. Pour moi, un moteur de recherche, c'est une machine. Et une machine, eh bien, voilà, ce que ça peut faire, etc. Machin, c'est quand même développé par des êtres humains. Et les êtres humains peuvent faire des erreurs, et du coup, ça peut se répercuter du coup sur la machine et sur son programme, etc. Je ne dis pas que Google est mauvais, je ne dis pas que Google ne sait pas, dans certains cas, détecter la pagination ou autre. Je dis juste que, voilà, pour être sûr d'avoir totalement le contrôle sur notre situation, sur comment il va crawler, scraper, indexer notre site, le mettre en avant, etc., etc., je préfère avoir le contrôle sur mon code, je préfère déclarer un maximum de choses pour être sûr qu'il ait les bonnes confirmations et qu'il ne choisisse pas en fait une autre option que ce que j'ai demandé en fait, tout simplement. Je sais que c'est potentiellement des coûts en plus de mettre en place du NextPrep, surtout dans le cadre de sites qui sont un petit peu fait maison, tout ça. Mais franchement, j'ai tellement vu de problèmes avec les contenus paginés et même juste la distribution, le maillage interne, comment il va parcourir la pagination. De toute façon, il faut passer sur ce sujet-là. Donc, autant passer sur le Next Prev très concrètement. Voilà, c'est très radical, je le sais, mais au moins, j'ai le contrôle. Index Mobile First, dernier gossip donc du 6 avril, John Mueller a expliqué sur Reddit que compatible mobile pour un site web ne signifie pas prêt pour l'index Mobile First. Il a expliqué que le critère principal retenu pour cette compatibilité IMF, Index Mobile First, était que le contenu important ainsi que les balises de données structurées par exemple, apparaissant sur le site desktop devait également être affiché sur mobile et qu'il ne s'agissait donc pas uniquement de compatibilité mobile au sens strict purement technique, mais que c'est bien le contenu le plus important qui doit être présent. Voilà, donc c'est assez logique et c'est vrai que, comme le souligne très justement Olivier Andrieux en dessous, c'est une confusion qui est souvent faite. Index mobile first. L'index mobile first, là aujourd'hui est en hybride, il va devenir full
index mobile très très bientôt, ou c'est peut-être déjà le cas. Moi je dirais que c'est pour bientôt plutôt, d'après mes analyses. On n'a toujours pas de communication d'ailleurs par rapport à ce sujet, c'est assez compliqué. Ils veulent vraiment pas admettre que ils n'arrivent pas à le mettre en place rapidement, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. C'est clair que cette notion-là n'est pas du tout compatible mobile, responsive design, etc. etc. Je passe au Goosips cette fois-ci de cette semaine, 12 avril. Donc Goosips AMP, date de publication et redirection 302. Donc les Goosips de ces derniers jours. AMP, John Mueller a expliqué dans un hangout pour Webmaster que le fait que la version AMP d'une page propose plus ou moins de publicité que sa version canonique, page HTML, donc non AMP, ne posait pas de problème en termes de SEO. En même temps, ça semble logique, hein, voilà, pour qu'une page ait quand même une compatibilité AMP, etc., etc., il faut à peu près le même contenu, et les publicités, bah voilà, c'est pas considéré comme du contenu, donc voilà, c'est assez logique, comme le souligne très bien Olivier. Date de publication, autre gossip, John Mueller a indiqué dans le même hangout pour Webmaster que le fait de modifier la date de publication dans le code source pour une page sans réellement changer son contenu n'améliorait pas le classement de la dite page, et là c'est important, ça ne le dégrade pas non plus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Autant améliorer le classement, tout ça, on s'en doutait. Par contre, le fait que ça ne dégradait pas, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensent que changer sans cesse la duplication, tout ça, bah, ça peut voilà, faire péter une pile à Google et peut parfois le remarquer, etc. C'était un mythe. C'était un mythe. Et pour le coup, bah voilà, là on a une confirmation que ça n'a pas incidence des SEO tout court. Donc c'est très très bien. Redirection 302 et 301, John Mueller a indiqué sur Twitter que dans la majeure partie des cas, Google prenait en compte quasiment de la même façon les redirections 301 et 302, car il sait que les redirections 302 peuvent rester en place pendant des mois voire plus. Il utilise donc d'autres signaux pour vérifier le côté temporaire ou définitif de la redirection détectée. En même temps, il avait déjà fait cette communication il y a quelques années, donc c'est normal que ça n'ait pas trop bougé de ce côté-là, hein, ça n'a pas de raison de bouger. Il y a des gens qui font des 301, il y a des gens qui font des 302, et parfois bah, ils se gourrent, et des fois bah, c'est volontaire. Il faut avoir des confirmations pour éviter d'avoir certains problèmes ensuite d'indexation, ou un problème de prise en compte du PageRank, quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc c'est assez logique qu'il fasse cette vérification-là, le mieux étant encore d'avoir le contrôle, comme je disais tout à l'heure, et d'avoir parfaitement des redirections 301 pour ce qui est permanent, des redirections 302 pour ce qui est temporaire, et de bien faire le job technique, comme d'habitude. On sort des gossips, on va sur l'actualité sur Abondance. On a pour moi une news qui est relativement importante sur Abondance ces derniers jours. 8 avril 2021, Google Maps intègre l'intelligence artificielle pour de nouvelles fonctionnalités innovantes. On a tout un lot de fonctionnalités qui arrivent, ça c'est plutôt intéressant. On a tout d'abord Live View. Donc Live View, en fait, vous allez utiliser Street View a été augmenté, c'est-à-dire que vous allez voilà, utiliser Street View comme d'habitude, et puis à des endroits où il y a des choses intéressantes en fait à savoir, et bien pour le coup vous allez avoir des petites informations, donc plutôt intéressant pour ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez voir mon écran, c'est plutôt intéressant. Voilà, on voit directement le hall donc d'une gare, non d'un aéroport, pardon, de l'aéroport de Zurich. On regarde Street View et puis à un moment on peut descendre d'un niveau, monter d'un niveau, regarder tel ou tel truc pour savoir où il faut aller, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui va arriver, les informations météo. Donc on a la pollution de l'air, on a également voilà, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, etc. en fonction de tel ou tel endroit qu'on regarde. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'avoir des différentes vues. On a des vues de trafic, des vues satellites, des vues de dénivelé, etc. Maintenant on a les météos, tout ça, donc plutôt cool. Ensuite, un truc super, ça j'ai kiffé pour le coup, puisque vous le savez, l'écologie c'est un gros sujet pour moi. L'itinéraire écologique, donc ça c'est vraiment super je trouve. J'avais déjà des applications qui me permettaient de faire ça, mais dans Google Maps, bon, sachant que j'utilise quand même assez régulièrement, c'est quand même sympa de savoir voilà, qu'est-ce qui est le plus écologique comme parcours. Donc vraiment super cool de faire ça, et ça nous dit en plus combien on fait baisser voilà, les gaz à effet de serre. Donc ça c'est plutôt intéressant, et j'aimerais que on ait ça partout, voilà, sur les itinéraires, mais aussi également sur ce qu'on achète, etc. Qu'on sache, voilà, parce qu'on n'a pas forcément conscience du cycle de vie d'un produit, de son utilisation, de sa fabrication, de son recyclage, etc. Quels sont les impacts. Donc ça
c'est super intéressant d'avoir des initiatives comme ça et j'espère que ça ira beaucoup plus loin. On continue au niveau de Google Maps. On va avoir en fait tous les itinéraires et tous les modes de transport disponibles jusqu'à la destination. Donc on avait déjà une fonctionnalité comme ça qui était assez intéressante, qui permettait voilà, d'avoir la vue automobile, la vue à pied, la vue vélo. Donc on va aller beaucoup plus loin apparemment. Et pour le coup là c'est plutôt exhaustif. Donc assez génial pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est voilà, écologique, pas écologique, qu'est-ce qui se fait en moto, qu'est-ce que se fait en vélo, qu'est-ce que se fait en automobile, qu'est-ce qui se fait en transport en commun, etc. Non, c'est vraiment génial. Et on termine avec la livraison et l'enlèvement à domicile. Du coup, bah, ça a gagné pas mal en popularité forcément ces derniers mois avec la pandémie. Donc quand vous allez aller sur un restaurant par exemple, vous pourrez cliquer sur voilà, livraison et tout, et ça va vous indiquer des informations sur comment vous allez être livré, combien ça va vous coûter, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin voilà, Google Maps qui évolue et je suis content qu'ils évoluent comme ça parce que c'est vraiment tourné utilisateur et comme tous les services Google, voilà, ça continue de faire des heureux. On passe sur un autre site pour l'actualité SEO de cette semaine. 8 avril 2021, le site de Mathieu Chartier, le blog internet-formation.fr, qui nous dit que la Google Search Console, eh bien, on peut filtrer avec des expressions régulières, des regex, et comparer nos données. Donc c'est dans globalement les rapports de la section performance, vous allez pouvoir en fait ajouter des expressions régulières pour pouvoir faire ressortir certains résultats. Et du coup, bah, voilà, ça vous permet de trier un petit peu plus de manière précise en utilisant certaines appellations peut-être qui sont sur votre site ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, là, Mathieu, sur son screen, eh bien, il met tous les gens qui se trompent sur son prénom. C'est vrai que Mathieu, des fois, il y a un T, des fois, il y a deux T. Donc voilà, pour le coup, là, il prend toutes les occurrences de Mathieu avec un T et avec deux T, avec Chartier à côté, et puis ça lui permet de sortir toutes les requêtes par exemple de marque, enfin de son nom en tout cas, et ça c'est plutôt intéressant, et ça s'applique du coup à différents endroits des rapports performance, donc ça c'est plutôt intéressant. Et autre chose, un mode de comparaison de données qui vous permet eh bien, de prendre une certaine période et une certaine période, et du coup de savoir qu'est-ce qui a changé entre tel élément et tel élément pour telle requête, machin. Ça, c'est vraiment plutôt bien. On avait déjà ça dans l'ancienne Search Console. Dans la nouvelle, on avait quelques petits moyens de le faire, mais c'était pas forcément très intuitif. Là, on a vraiment quelque chose qui permet de comparer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on peut l'avoir pour différents éléments. Donc vraiment super cool d'ajouter encore des petites choses à la Search Console. J'espère juste que du coup les regex arriveront sur l'outil de suppression des URL, parce que Google des fois peine quand même à désindexer certains contenus, et c'est vrai qu'on doit tout de suite taper URL par URL ou dossier par dossier. On n'a pas forcément les regex, et pour certains sites où les URL bah, c'est géré d'une certaine manière, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, si le message passe auprès des équipes Google, pas de problème. On termine avec un sujet délicat de l'actualité SEO. Google s'attaque aux évaluations faussées et à l'affiliation déguisée. Alors Mathieu a choisi un titre un petit peu racoleur, mais pour le coup c'est sérieux, c'est vraiment très très sérieux. C'est sorti le 9 avril 2021. Vous pouvez voir l'actualité sur le blog internet-formation.fr, mais vous pouvez le voir aussi chez Abondance et chez @net. Un nouvel algorithme appelé Product Reviews Update qui est sorti juste en anglais pour le moment, en tout cas pour l'appellation. Après pour le lancement, bon apparemment ça sera en anglais, mais ça a bougé, j'en ai parlé au début du podcast, donc est-ce que c'est ça, j'en sais rien, pour le moment j'ai pas assez de retours. En tout cas ce que je peux vous dire, c'est que cet algorithme Product Reviews Update cible les résultats traitant d'avis, de tests ou d'évaluation de produits. L'objectif principal de Google est de valoriser les bons contenus en les faisant remonter au-dessus des centaines de pseudo-analyses moins qualitatives. La firme ne parle pas de pénalité ici puisque le fonctionnement est inversé, mais ça en a tout l'air. Voilà, ça c'est un petit commentaire de Mathieu et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le moteur de recherche souhaite mettre en exergue les résultats qui proposent dans leur contenu des analyses fines, objectives, originales, qui reposent essentiellement sur des avis d'experts. Voilà.
Je pense que vous avez à peu près le ton. Si vos contenus potentiellement un peu dégueulasses, si vos contenus potentiellement pas très objectifs, si vos contenus qui se basent que sur le catalogue Amazon ou je ne sais quoi, eh bien sont comme ça, un peu dégueulasses, machin pourri, vous pouvez vous faire défoncer par Google. Voilà, c'est un petit peu en substance ce que ça veut dire, c'est que les meilleurs, je sais pas quoi, comparatifs de je sais pas quoi et je sais pas quoi, choisir son bidule, vous savez que ça fait le lot de beaucoup de sites de SEO, et bien potentiellement maniez-vous pour que ça fasse un peu plus quali parce que vraiment là vous êtes dans le viseur. Vous êtes dans le viseur si vous avez un site qui est pas franchement terrible. Je vous donne simplement une petite cote de Mathieu qui se trouve au sein de cet article et qui est très très intéressante et je le rejoins en grosse majorité. Je vous le lis donc, je cite: dans le fond, donc c'est Mathieu qui parle, j'admets comprendre les personnes qui souhaitent faire de l'affiliation à outrance car c'est un business comme un autre. Là-dessus, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, beaucoup de bons SEO procèdent ainsi pour se dégager tout ou partie d'un salaire. Tout à fait d'accord aussi. Et proposent des contenus qui peuvent s'avérer de très bonne facture. Ça aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, il y a des gens qui font du très bon travail. Il y a des gens qui font des sites qui, franchement, donnent de l'information, qui vont aider les gens, etc. Et même s'il y a de l'affiliation derrière, moi, j'ai aucun problème avec l'affiliation. Tant qu'on fait du bon travail, tant qu'on fait en sorte d'être un minimum objectif, etc., moi, j'ai pas de problème, en fait. Par contre, c'est vrai que il y a quand même... là, je sais plus Mathieu qui parle, c'est moi qui parle, mais il y a quand même un paquet de merde. Voilà, très concrètement. Je continue à dire ce qu'a dit Mathieu. Donc je cite: ajoutons à cela que ces guides ou tests, même dénués d'un peu d'objectivité, demeurent souvent bénéfiques et préférables qu'une absence d'information pour les internautes. Et effectivement, là aussi, je suis d'accord. C'est que, quand même, c'est super utile d'avoir des comparatifs. Juste, quand on tape meilleur truc ou choisir un vélo ou une comparative de ça et ça, c'est important. Je veux dire, c'est dans un processus de décision. Vous allez vous informer sur une thématique. Vous allez être intéressé par un certain produit. Et en même temps, vous avez plein de produits de marques différentes, avec des produits différents, des options différentes, etc. Vous avez besoin d'un comparatif, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider. Et pour le coup, d'avoir des tests produits, d'avoir des avis sur des produits, etc., c'est super intéressant. Maintenant, il y a une différence entre d'un côté, version A, un truc de qualité, objectif, qui va décrire les plus du produit, les moins du produit, la différence entre ce produit-là et autre produit-là, cette marque, où c'est fabriqué, etc., etc. Vraiment avoir un avis d'expert. Et de l'autre côté, je te fais un texte dégueulasse, je te mets des liens d'affiliation dans tous les sens, je connais pas mon métier, etc. Je l'ai déjà dit, encore une fois, et je le répète encore une fois, je n'ai vraiment pas aimé cette personne, je sais pas qui c'est, qui a fait ce site de comparateur de casques de moto et qui proposait aucune des marques de référence de casques de moto. C'était des casques qui étaient sur une marketplace, je crois que c'était Amazon de mémoire, et on avait que des casques. J'ai l'impression que le mec s'était basé sur les prix et sur les étoiles, mais au final, c'était pas des casques qui étaient homologués. Le mec va en moto, se casse la gueule, son casque moto prend, il se tue, ou il a une commotion cérébrale, ou je ne sais quoi. Donc là-dessus, ça, je ne suis pas d'accord. Ce genre de site, donc version B, complètement pourri, où on donne pas d'informations sur comment choisir son casque ou son produit, etc. Et on met en plus des liens parce que c'est bien noté, ou parce qu'il y a des prix qui sont potentiellement bons pour avoir un autre taux de conversion, etc. avec ton affiliation. Ben non, je suis désolé, on aide les gens. Même si le casque, il vaut, je parle du casque moto cette fois-ci, même si le casque vaut 300 balles, 400 balles ou 500 balles pour un Shoei ou je ne sais quoi, bah très concrètement, ouais, il faut vraiment. Non, franchement, faites votre boulot, merde. Je comprends que ces algos sortent au bout d'un moment parce que franchement, des fois, moi je cherche un truc et je me retrouve avec 10 sites là qui font de la daube niveau contenu, quoi. Donc, bougez-vous et arrêtez de vous plaindre parce que pour le coup, là, c'est vous le problème. C'est que vous savez pas faire des sites et c'est absolument pas, absolument pas la faute à Google, quoi. Quand même,
pour revenir sur l'article de Mathieu, excusez-moi pour le coup de gueule, mais j'en ai marre de voir ces sites-là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui me rejoignent. Comment rédiger de bons guides comparateurs aux tests de produits? Vous avez quelques petites... vous avez une bullet list en fait avec différentes questions que vous pouvez vous poser pour savoir si votre site du coup va être impacté ou pas par cet algorithme. Donc par exemple, on a les contenus proposent-ils des avis ou sources d'experts quand c'est possible. Est-il possible d'identifier clairement et physiquement le produit et son fonctionnement photo avec un contenu unique différent de celui qui est fourni naturellement par le fabricant? Est-ce que les contenus offrent des mesures quantitatives sur le produit en termes de performance? Qu'est-ce qui différencie un produit de ses concurrents directs? Les contenus proposent-ils des comparaisons avec d'autres produits afin de déterminer lesquels sont meilleurs ou moins bons dans certaines situations et circonstances, etc. etc., etc. Bref, vous avez des choses qui sont fondées, pas fondées, etc. Voilà. Il va falloir faire le tri. Et pour le coup, voilà, je pense que finalement, là, ouais, la conclusion, je suis en train de la voir, mais elle est tout à fait représentative en fait de cet algorithme. Google ne souhaite pas mettre fin à l'affiliation, ni même sanctionner les guides, comparateurs ou tests de produits de manière générale, hein, ceux qui sont qualitatifs, tout ça peuvent rester. Il souhaite juste mettre en avant les meilleurs contenus de ce type, fondés sur des analyses qualitatives d'experts. Je pense que là, ça résume tout. Version A, version B. Version A qualitative, tout ça, version B pourri, machin, ça dégage. Et ça sera tant mieux. J'en ai marre d'avoir des SERP, personnellement, où les mecs ils font du mechanical SEO, je te fous plein de backlinks, je te fous des mots-clés partout, j'optimise à mort avec des outils d'optimisation sémantique, et puis je te mets des affis partout. Par contre, niveau contenu, niveau du fond, en fait, il y a rien, quoi. La forme est pas mal, le fond est pourri. Désolé. Non. SEMrush Sensor, on passe à météo des SERP. Eh bien, ça a bougé. Ça a bougé le 10 avril et de manière quand même assez importante. Donc, est-ce que les tests de ces dernières semaines étaient machine learning ou des petits tests pour cette update-là? Est-ce que l'update, est-ce que le pic du 10 avril, c'est l'update qui s'attaque aux évaluations fausses, etc. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que sur Twitter, il y a pas mal de gens qui ont dit que ça avait pas mal bougé. Est-ce qu'il va y avoir rollback ou pas? Je vous invite à aller voir le compte de Fabien R34, Fabien qui fait toujours une excellente veille et qui pour le coup donne bien son avis, bien tranché, bien franc. Donc ça bouge pas mal sur SEMrush Sensor, sur ça bouge pas mal sur Algorou, sur le .com. Ça bouge pas mal également, j'ai vu chez Ranks. Voilà, Ranks qui monte aussi très très haut. Et Sympmetric aussi. Donc voilà, ça bouge partout. Donc il y a eu potentiellement quelque chose là. Est-ce que c'est ça, les évaluations fausses, ou est-ce que c'est autre chose, passage ranking ou quoi que ce soit d'autre? À voir. On a aussi, n'oubliez pas, Page Experience qui ne va pas tarder à arriver. On est presque mi-avril, c'est en mai. Donc voilà, on va avoir plein de mises à jour là bientôt. Passage ranking, Page Experience, ça, index mobile full. Donc surveillons. Il y a pas mal de mises en prod en ce moment. On termine le podcast avec un sujet du jour qui concerne le netlinking et qui concerne les guest blogging. Voici la question. Donc, question sur les encres de liens des backlinks dans le cadre d'un guest blogging par exemple ou autre. Que conseilles-tu, Thomas? Sous-optimiser du type cliquez ici en savoir plus, optimiser nom de la marque ou du site, ou bien optimiser mots-clés dans une encre longue traîne. Alors, moi je vais être très pragmatique. En fait, quand on fait du naturel, de manière générale, c'est-à-dire on fait son site, technique, contenu. On propose du contenu, tout ça, machin, et puis on attend. Et du coup, les liens arrivent naturellement. Vraiment, il n'y a aucune provocation ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Si on part de ce postulat-là, bah, en fait, les liens qui sont faits naturellement, si vous allez les observer avec un outil genre Babar, voilà, ou un autre, bah, très concrètement, vous regardez les textes, généralement, c'est logique, c'est cohérent. C'est-à-dire que c'est arrivé naturellement, la personne a cru que c'était intéressant, au moment où il a rédigé l'article, de mettre un lien source vers votre site. Donc généralement, l'article parle de, admettons, qu'est-ce que le SEO? Eh bien, les gens vont faire un lien vers, par exemple, mon site, qu'est-ce que le SEO aussi, pour avoir des informations complémentaires. Quand quelqu'un fait, prenons un comparatif,
on fait un lien vers le produit concerné, ou la marque, ou la fiche produit de la marque, ou quoi que ce soit d'autre. C'est logique, c'est cohérent, d'accord. Du coup, sur les encres, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est dans cette cohérence, dans ce sens-là, qu'il faut aller. C'est-à-dire que si c'était naturel, comment la personne l'aurait fait? Ben, généralement, elle aurait écrit son article, et puis au moment où elle pense à vous, en fait, elle va surligner la petite phrase qui vous concerne. Ça peut être votre nom de marque. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cet article de Thomas Cubel. Voilà, cet article de Thomas Cubel, ça peut être l'encre. Et donc là, on est sur ce que la personne qui m'a envoyé le mail, Nicolas, appelle optimiser, donc nom de la marque ou du site. Pour moi, là, ça fait sens. Vous voyez, dans ce contexte-là, la personne fait son article et puis elle nous cite, allez voir cet article de Thomas Cubel. Cet article de Thomas Cubel peut être l'encre. Et il n'y a pas de question de optimiser, pas optimiser ou autre, c'est juste logique. En fait, c'est cohérent. Pour moi, ce truc-là, c'est difficilement sanctionnable. Ensuite, vous avez des gens, par exemple, qui vont pas citer la marque. C'est-à-dire, ils vous connaissent pas spécifiquement, ils vont faire votre article, etc. Hop, et puis à un moment, ils vont dire sinon, j'ai trouvé cet excellent article qui parle de. Et là, vous avez généralement le titre de l'article, de H1, ou une phrase qui résume un petit peu l'article. Voilà. Ça, c'est l'encre. Il peut y avoir des mots-clés dedans, mais c'est une phrase, quelque chose qui est relativement cohérente, encore une fois, assez naturel. Et ça, pour moi, même s'il y a des mots-clés dedans, entre guillemets, la phrase comme elle est balisée, pour créer l'encre, pour créer le lien, etc., il n'y a pas de problème, en fait, pour moi. Le contexte de l'encre, le contexte, le site, la page, comment il est, etc., les liens qui arrivent sur ce site, ensuite l'encre, comment vous la faites, et puis en plus, si vous la répétez, ou quoi que ce soit d'autre, je veux dire, si vous êtes cohérent, etc., il y a quand même peu de chances, à part pour les encres de marque, il y a quand même peu de chances pour avoir 2, 3 encres de la même manière quand c'est naturel. Ça dépend, il y a des exceptions, mais franchement, faut arrêter de se prendre la tête à essayer de catégoriser les choses. Sous-optimiser, optimiser, bien optimiser, pour moi, essayez d'être cohérent, essayez de donner du sens, essayez de vous dire, franchement, là j'ai fait un guest blogging et tout, machin, est-ce que je suis légitime à mettre ce lien-là? J'ai créé un article, j'ai été invité, ou quoi que ce soit d'autre. Je mets un lien vers ma marque, et je marque Thomas Cubel, il n'y a pas de problème. J'ai écrit un article, je veux faire un lien vers mon site, allez voir mon site ici, ou cliquez ici. Après, la seule chose qu'on sait, c'est que autour du lien, le contexte autour du lien est important. C'est-à-dire que vous devez avoir un bon contexte, je sais pas moi, 150 mots, 200 mots avant le lien, après le lien, qui parlent de ce que vous allez aborder vers donc le lien que vous faites, l'encre. Bah ça, c'est quand même vachement logique, vachement cohérent, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc en gros, essayez d'être le plus naturel possible. Vous faites votre article, guest blogging, etc. Et puis si vous voulez mettre cliquer ici, vous mettez cliquer ici. Un coup ça va être la marque, un coup ça va être le titre de votre article qui va être mis en avant, quoi que ce soit d'autre. Mais bien optimiser, sous-optimiser, moi franchement je fonctionne plus comme ça, quoi. Je fonctionne plus comme ça. C'est pour moi là où c'est borderline en fait, c'est quand on voit très clairement que c'est un article SEO de chez SEO. Le but d'un guest blogging, c'est quand même de parler de quelque chose d'intéressant. C'est de passer du temps à écrire un article qui va intéresser des lecteurs, etc. Pour ensuite que ça fasse limite du trafic avec l'encre. Et c'est pas que du jus. Il y a aussi toute la dimension de trafic, la dimension d'image de marque, la dimension marketing en fait, autour de l'action de faire un guest blogging. Après voilà, c'est un sujet où il peut y avoir des exceptions, il faut avoir un contexte, un site, etc. Voir comment sont faits les liens, mais je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête par rapport aux encres, liens, tout ça, il faut simplement être cohérent. Voilà pour ma réponse par rapport à cette question. Et du coup, le podcast est terminé, l'émission du 12 avril se termine. J'en profite pour remercier du coup les tipeurs de ces derniers temps. Il y a un autre Thomas voilà, qui m'a envoyé un tip, donc merci Thomas du coup pour le tip. Merci également à Jonathan et merci à Anaïs
pour vos tips, vos commentaires, vos envois aussi par mail, etc. C'est super cool vraiment d'avoir des gens qui soutiennent mon travail, soutiennent la chaîne, etc. N'hésitez pas donc du coup à envoyer vos commentaires sur la page Tipeee, sur YouTube également et ici et là. Hein. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à soutenir le projet qui est voilà, de démocratiser le métier, d'essayer de montrer un petit peu plus aux gens, aux débutants, eh bien, ce que c'est le SEO. En tout cas, voilà, ça me donne du temps, ça me donne un peu de moyens pour voilà, acheter des lumières, acheter un micro, pouvoir prendre le temps aussi de rédiger des articles, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est super cool en tout cas. N'hésitez pas du coup à revenir la semaine prochaine pour la prochaine émission. Je ne serai pas en vacances, je continue lundi prochain. Et du coup, on se retrouve voilà, lundi prochain, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera, on est le 12 plus 7, 19, voilà, on sera le 19 avril 2021. Passez une bonne semaine, profitez du beau temps qui revient et à bientôt. Merci d'avoir écouté. Ciao.